Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur 01 TV, votre chaîne dédiée à toute l'actualité du numérique. On se retrouve, vous le savez, chaque jeudi pour 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à l'actu de la tech de la semaine. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Voici le sommaire de 01 Hebdo. C'est Google tout d'abord qui fait l'actualité, François, avec des nouveautés dévoilées hier soir. Vous étiez peut-être avec nous sur 01 TV. On va parler Pixel, Chromecast et Nest Audio. Alors Google c'est bien, mais Amazon c'est pas mal non plus, Jérôme. C'est bien. Et des enceintes et des appareils qui permettent de regarder la télé connectée, mais aussi d'autres caméras volantes assez étonnantes. On en parle tout à l'heure. Et on passe à la boule chez Amazon. Des cyberattaques contre les hôpitaux un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est que cet étrange phénomène? On en parlera avec notre invité. Et puis, on fera le point sur les enchères concernant la 5G en France. Vous savez qu'en ce moment, les opérateurs dégainent plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. On fera le point avec Amélie Charnet. Enfin, on va parler de montres connectées, François, mais pas celle à laquelle tu penses. Non, des montres Android avec un déballage de nouveautés que viendra nous dévoiler Nicolas Lelouch. Et quand Nicolas déballe, croyez-moi, ça fait mal. Et il y aura Jordan également en fin de 01 Hebdo. Évidemment, mais que serait un 01 Hebdo sans Jordan Cosino? Voilà. Je crois qu'il va nous parler d'un truc un petit peu tendancieux. Voilà, ça sera la toute fin de ce 01 Hebdo. Merci d'être là et bienvenue, on y va. Hebdo, vous le savez, sur 01 TV, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à toute l'actualité de la tech que vous pouvez retrouver sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Et puis bien sûr sur les box, sur la chaîne 01 TV, 24h sur 24. Vous pouvez nous retrouver sur les box SFR, canal 32, Freebox 232, chez Orange, canal 141. Bien, je vérifie à chaque fois si tu as bien retenu. Sur FranceSat, si vous avez le satellite, c'est canal 81. Merci d'être là et fidèle. La tradition dans 01 Hebdo, c'est de commencer par une question d'actu, la question 01 Hebdo Orange, que l'on vous pose sur Twitter. La semaine dernière, nous parlions de la Tesla, Jérôme. Yes. Ta future voiture. Oui, écoute, pourquoi pas. Mais dans une autre vie, alors, peut-être. Non, écoute, j'espère que non. C'était notre question de la semaine dernière. Une Tesla citadine à 25 000 $. Est-ce que ça vous branche? Tesla, ça vous branche? J'aime bien le petit jeu de mots, comme ça. Ouais, ok, moi je vais y aller. Non, elle est bien. Alors, donc, majoritairement, c'est oui, oui, quand même. Alors, on est à 70-30. Voilà, Tesla fait toujours rêver, il faut bien l'avouer. Et bien sûr. Alors, cette semaine... Alors, autre chose, Jérôme, là, on va parler de quelque chose qui fait un petit peu plus flipper, qui stresse un petit peu, ce sont les ransomware. On en parlera avec notre expert cybersécurité. Dorénavant, dans ce 01 Hebdo, une fois par mois, on fera un point sur la cybersécurité avec notre invité, l'expert de la société IZ. Et tout à l'heure, on va évoquer les hôpitaux et surtout les ransomware, Jérôme. Les rançongiciels, voilà, des attaques par programme qui bloquent vos données, qui vous réclament une rançon. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Avez-vous déjà été victime d'un ransomware? Eh bien, heureusement, c'est le non qui l'emporte pour l'instant, mais il y a quand même un petit peu de oui. Mais écoute, il y a 7% de tous ceux qui ont voté qui ont été victimes d'un ransomware. 7%, ça commence à être pas mal. Hein. Donc n'hésitez pas, continuez à voter. On vous expliquera ce qu'est un rançongiciel tout à l'heure et surtout comment ça peut mettre à genoux, par exemple, des entreprises entières. Hein. Absolument. Et y compris des hôpitaux. Voilà, on en parle tout à l'heure. Pour l'instant, tout de suite, c'est l'actu. Et l'actu, on est ravis pour commenter en fait les annonces de cette semaine. On est ravis de retrouver Nicolas Lelouch. Salut Nico. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net, qui était bien sûr comme nous hier soir devant la keynote de Google. Et oui. Alors juste avant Nicolas, est-ce que tu peux remonter ta manche? Parce que je sais qu'elle est un peu bizarre. Ah ça? Voilà, c'est ça. On en parlera après. C'est un petit teasing pour tout à l'heure. Voilà. Le gars qui a plusieurs montres. Et plusieurs téléphones. Ça n'a aucun sens. C'est Nicolas Lelouch. James Bond commence à être jaloux de Nicolas Lelouch. Ce mec il faut le est savoir. un être de silicium. Il y a plus de silicium sur toi que de textile. Que de chair. Que de chair, je ne sais pas. Mais... En fait, tu viendras tout à l'heure nous parler des montres Android, mais auparavant, les annonces Google, Jérôme, on était hier soir en direct avec vous sur 01 TV pour commenter donc
j'allais dire cette keynote, mais finalement, c'était même pas une keynote. C'était pas une keynote, c'était une vidéo de présentation de 30 minutes de Google. Ça a été expédié. Launch 19. Launch 19, la nuit, la launch a été courte. La night a été courte. C'était très très bizarre comme présentation. 30 minutes. Surtout qu'il y avait une sorte d'inégalité entre les différentes sections qui n'avait pas grand sens. Par exemple, il y a eu 3 annonces majeures, on va les détailler un petit peu plus longuement. Mais il y avait d'un côté sur la télé avec un nouveau Chromecast et une nouveauté Google TV. Sur l'audio, il y avait Nest Audio qui est le successeur du Google Home. Et après, il y avait la partie smartphone avec les Pixel 5 et avec le Pixel 4a 5G. Et ce qui est étonnant, c'est que les Pixels qui sont censés être l'annonce la plus importante sont ceux qui ont été les plus courts. Bien sûr. Là où sur le Nest Audio, ils ont été capables de parler 15 minutes en interviewant plusieurs artistes qui disaient à quel point le son était bon avec l'enceinte, sur le Pixel, c'est et l'appareil photo, il peut faire ça, et il peut faire ça, et il peut faire ça. c'est Et le processeur, expéditif. il est bien. Voilà, c'est tout. Mais Et du coup, il faut Presque lire rien sur les specs et sur les... Complètement. c'est Il total, faut hein. lire un peu entre les lignes. Google n'a pas fait ça comme ça, c'est qu'il y a une raison, on est d'accord. S'il y a une hiérarchie dans la Bien présentation sûr. des produits, il y a une raison, tout ça est calculé, marketé. Très Ça certain, veut dire bien quoi? sûr. Ça veut dire que les pixels, finalement, ne sont plus forcément le truc le plus important lorsque Google sort des produits? C'est une question qu'on peut se poser. Déjà, il faut un élément de contexte important. Le Pixel 4 qui est sorti l'année dernière est un échec. C'est pour Google qui était sur une très bonne lancée. C'est-à-dire que le Pixel 1, c'était un début, mais ça avait été salué par la presse américaine. Pixel 2, il était très bien. Et à l'époque, c'était la France et tous les autres pays qui disaient, nous aussi, on veut le Pixel. Pourquoi on n'en a pas? Le Pixel 3, il arrive à l'international. Il est très bon en photo, il impressionne la presse du monde entier. Et là, il y a le Pixel 4 qui arrive, qui fait un flop pas possible. Il n'y a rien qu'à aller sur ce téléphone. Moi, je me rappelle, d'habitude, vous savez, les tests sur 01net. Il était moins bien ou il était pas mieux? Il était moins bien en tout. C'est la pire autonomie testée sur un smartphone haut de gamme. En photo, il l'année était pas dernière. mal quand même. En photo, il est incroyable. Mais voilà, justement, c'est ce que le test sur 01net, d'habitude, on teste avec différentes sous-parties. Donc on va commencer par le design, par l'écran, par les performances, l'autonomie. Là, ce test-là, je me rappelle que j'avais pris la décision de l'articuler en 2 sous-parties, ce qui va et ce qui ne va pas. Et en fait, ça commence par ce qui va, la photo, ce qui ne va pas, tout le reste. Wow, Et c'est-à-dire que c'était assez improbable, quoi. Il n'y avait rien alors qui ça dit, il ne fonctionnait faut sur ce pas téléphone. juger le Pixel 5 avant que... Non, qu'on mais l'ait eu en disons main. que je pense que ça a mis un coup dans Ouais, la tête de bien Google. sûr. Et si on regarde en fait la manière dont le Pixel 5 évolue par rapport au Pixel 4, c'est un retour en arrière complet. C'est-à-dire que le Pixel 4, il introduisait le capteur de détection de mouvement sur lequel Google travaille depuis 5 ans. Donc ce capteur de détection de mouvement permet par exemple de faire un signe pour changer de musique ou de passer par-dessus son téléphone pour que l'écran s'allume. Tout ça, c'était censé être le futur selon Google, il y aurait ça de partout. 1 an après, ça n'y est plus. La reconnaissance faciale qui était similaire au Face ID de l'iPhone, 1 an après, ça n'y est plus, on repart sur un capteur d'empreinte à l'arrière. On passe d'un processeur haut de gamme à du milieu de gamme. Ils avaient du mal sur la batterie, là ils annoncent beaucoup d'améliorations sur l'autonomie. Donc on peut imaginer que les ingénieurs de Google ont vraiment pris ça comme un coup sur la tête, et du coup on dit on recommence à zéro, et peut-être que c'est aussi une sorte de modestie de cacher cette annonce à la fin de l'événement, en mode voilà, on a tenté de faire le maximum, maintenant on laisse les testeurs et les clients donner leur avis, mais nous voilà, on ne veut pas faire les malins avec ce Pixel, c'est un produit secondaire. Ouais. Mais c'est étonnant. C'est quand même assez étonnant parce que c'est un smartphone. Et le smartphone est un petit peu la figure de proue aujourd'hui d'une boîte comme D'une marque, Google. Ouais, Évidemment, mais en même évidemment. temps, c'est là où on a le moins de surprises. Hein. C'est là où on a le moins de moins en moins de surprises, c'est là où c'est le surprises. plus compliqué de faire parler de soi, Et- et c'est aussi la preuve que même quand on s'appelle Google, on ne perce pas forcément sur ce marché qui est Bien extrêmement sûr. saturé. Et est-ce que ce Pixel 5 te donne envie de le tester? Il y a quelque chose Oui. qui fait que voilà, il est un petit peu excitant ou pas? Oui, parce qu'il y a le rapport qualité-prix qui est intéressant. On passe à plus de 700 € l'année dernière à du 629 € cette année. Il y a une raison à ça. Avec un casque audio en... Oui, il y a le bonus de précommande qui Ouais. vous Il faut se offre, dépêcher, hein, il je vous crois que offre c'est les deux un premières casque semaines. Boss Il y en a que QC 10. 35.2. Donc ils offrent quand même un casque ultra haut de gamme Ouais, qui est avec à le 300 téléphone. €, hein, Donc ça donc, réduit quasiment de moitié prix le prix du téléphone si on considère que le casque est à cette valeur-là, ce qui est évidemment pas Mais ça, forcément c'est le cas. pour leur donner un Mais coup c'est d'accélérateur. un coup d'accélérateur, on imagine qu'il y aura plein de promos. Mais c'est vrai qu'à 600 €, vous avez techniquement un téléphone qui peut tout faire, qui a un design assez cool. Déjà, il est très petit, il est compact. Il fait 6 pouces. 6 pouces, il fait à peine plus de 150 grammes, à peu près. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un téléphone en dessous de 200 grammes, donc en main, je pense que ça va être assez plaisant. 4000 mAh C'est de l'aluminium au dos aussi, Ouais. avec toute une recette écologique, hein, aluminium recyclé. On connaît les GAFA qui adorent dire à quel point ils sont écolos là-dessus. La batterie, c'est à peine plus de 4000 mAh, donc c'est un petit peu mieux qu'avant. Et surtout en photo, voilà, c'est Google. Donc ce qui est bien avec Google, c'est qu'ils vous annoncent une fiche technique qui fait peur.
C'est-à-dire qu'on voit un 12,2 mégapixels chez la concurrence, on fait oh là là, ça va être une catastrophe ce truc. Chez Google, c'est meilleur que ceux qui ont des 108 mégapixels. Ouais, Donc c'est déjà la preuve que les mégapixels ne font pas tout, mais surtout qu'avec un bon algorithme, et Google, ils sont forts là-dessus, on peut faire beaucoup de choses. Donc non, je Avec pense un que petit c'est un bon capteur produit. panoramique aussi, c'est ça la nouveauté. C'est sur le l'ultra Pixel grand 5, angle qui remplace le zoom. C'est encore un aveu d'échec. L'année dernière, ils ont tenté de mettre un zoom x2 pour justement faire un zoom algorithmique boosté par l'intelligence artificielle. Là, ils abandonnent, ils ont fait un ultra grand angle. Les gens s'en foutent du zoom, on fait l'ultra grand angle. Donc, Et tout le monde veut moi, un je suis ultra grand assez angle. intrigué et je ne serais très sincèrement pas étonné qu'à la question, si on me demande à Noël, oui, je cherche un bon téléphone, un bon rapport qualité-prix, tu me recommandes lequel? Je pense que ça peut être le Pixel 5. À voir, parce qu'avec Google, on peut avoir une grosse déception du genre un écran très peu lumineux ou autre chose. Donc ça, on va le voir dans les prochains On jours. verra quand il Et arrivera. puis alors. rappelons qu'il est 5G, c'est quand même. Il est Oui, 5G, oui, c'est le et- premier Pixel 5G. voilà. C'est ça, et en complément, il y a le Pixel 4a 5G, Oui. qui lui aussi est 5G, son nom donne un petit indice, qui lui coûte 499 €. Et en soi, c'est un peu plus la carte milieu de gamme, dans le sens où on perd la recharge sans fil, on va perdre d'autres petits détails, par exemple le dos est en plastique, c'est plus de On n'a pas l'aluminium. l'ultra grand angle, je crois. Si on a l'ultra grand angle Ah, sur on le a- 4A on a- 5G, ouais, c'est pour ça que Partie sur photo, la photo c'est la même c'est pareil, entre le 5 et le d'accord. 4A 5G, mais voilà, on va perdre ces petits détails qui font que techniquement le Pixel 5 est au-dessus. Maintenant, encore une fois, à voir sur la durée. Alors ça, c'est pour les pixels. Il y avait deux autres annonces, on les a évoquées rapidement. Bon, alors on va pas tout détailler parce que finalement, Oui, on fait vite. vous pouvez les retrouver, les vidéos, les articles aussi, pour en savoir plus. Mais un nouveau Chromecast qui maintenant a une télécommande. C'est la révolution, c'est la télécommande. Ouais, il était temps en fait, parce que c'est vrai que face à Apple, en soi, le Chromecast n'a jamais été positionné comme un vrai concurrent de l'Apple TV. Maintenant, le problème, c'est que les marques comme Xiaomi et tous les petits constructeurs chinois qui utilisent Android TV ont fait des vrais concurrents de l'Apple TV qui, au final, ringardisent le Chromecast parce que ça fait tout mieux avec une vraie interface, des applications. Donc, il était temps de voir un vrai Chromecast pilotable avec des applications. Ce que fait Google, ce qui est assez malin en l'occurrence, c'est qu'au lieu de simplement faire un Chromecast avec une télécommande, ils tentent de lancer une nouvelle interface système qui s'appelle Google TV. Là aussi, par contre, en termes marketing, à l'époque, ça s'appelait Google TV, puis c'est devenu Android TV, puis ça redevient Google TV, Oui. mais pas vraiment, parce qu'en fait, c'est une surcouche en complément d'Android On TV. comprend plus rien. On comprend rien. À un moment, il va falloir prendre des décisions marketing. Ouais. On n'est pas à l'abri que ça devienne YouTube TV dans quelques mois. Ouais, Donc c'est c'est vrai. aussi le truc avec ce genre de service. On ne sait pas trop du tout où ils vont. Mais en tout cas, c'est une interface très simple qui, techniquement, même promesse qu'Apple, on fusionne Netflix, Amazon, Disney. Vous avez une seule application sur laquelle il y a tous les contenus. Donc techniquement, c'est bien avec une télécommande, Google Assistant. Donc ça, c'est cool et c'est 70 € ce nouveau Chromecast. Très bien, quand on n'a pas de télé connectée. Et puis, cette enceinte, voilà. Cette enceinte. qui a été expliquée en long, en large et en travers pendant Ah ouais, voilà. plus d'une dizaine de minutes, Ouais. avec des témoignages tous plus, On a eu tout le monde. on va dire, flatteurs les uns que les autres de la part de musiciens, de chanteurs, etc. C'est dingue, quoi. On a l'impression que Google met le paquet sur cette enceinte, la Nest Audio. Parce que c'est peut-être finalement le produit sur lequel ils ont le moins de concurrence. Ils ont Amazon avec Alexa, mais autant sur Oui, les on va en parler smartphones, dans un les instant. pixels ne pèsent rien. Autant sur le Chromecast, voilà, le marché de la télé avec les téléviseurs connectés, est-ce que les Chromecasts se vendent majoritairement dans le monde ? J'en suis pas sûr. Par contre, sur les enceintes connectées, ils sont forts et Google Assistant est réputé comme le meilleur assistant dans le monde entier. Donc c'est sûr que pour eux, c'est fort et surtout que ce produit, c'est le plus phare parce que l'enceinte Google Home qui est annoncée il y a 4 ans, elle n'a jamais eu de successeur. C'est-à-dire qu'on est resté sur... Autant il y a eu un nouveau Nest Mini, il y a eu des nouveaux écrans connectés, mais le premier Google Home en soi n'avait pas de successeur et ce Nest Audio lui succède enfin avec justement un accent extrêmement... focus sur l'audio, c'est-à-dire qu'on est sur la qualité sonore et là où Google Home était une enceinte qui faisait un peu de musique mais qui était surtout là pour parler, là c'est vraiment la musique qui est mise au cœur de Google avec un prix à 100 € qui est Le assez prix est super compétitif. agressif. Le prix est très Ouais. agressif, j'ai pas encore pu l'essayer, je crois que mon collègue Jean-Sébastien Zanqui l'a chez lui en ce moment en test, Ouais. donc on aura bientôt un retour. Mais c'est sûr que ça a l'air ça a l'air intéressant. C'est un joli comme- produit en plus, un design plutôt sympa. C'est etc. original. Je suis pas hyper fan à titre personnel, mais je trouve que c'est. Oui, au c'est- moins, ça se voilà, met- c'est au moins, il original. n'y a pas de logo, il n'y a Après, pas d'écriture. L'intérêt, c'est que c'est du vrai multi-room, donc ça vient concurrencer Sonos, il ne faut pas Ça vient l'oublier. concurrencer Sonos. À un prix après vraiment beaucoup plus bas. Il faut voir après si la qualité est équivalente. Et puis, vous pouvez faire du multi-room très poussé. On l'a C'est ça. vu hier durant la keynote. Et on, Ouais, il faut en acheter plusieurs, on évidemment. voit, si on regarde ce qu'a fait Google ces 2-3 dernières années avec les enceintes intelligentes, c'est que généralement, ils les offrent. Par exemple, il y avait je me rappelle la Fnac ou Darty, si vous faites un achat de plus de 30 €, vous avez une Google Nest Mini offerte. Et on est
je pense que d'ici Noël, il va y avoir plein de bundles avec des télévisions, avec plein de choses pour justement mettre ce produit partout. Et c'est pour ça que c'est pas cher aussi. C'est parce que pour Google, l'intérêt, c'est de mettre Google Assistant partout. Et bien sûr, c'est le cheval de Troie de Google Assistant. Exactement. Le produit en soi, ils peuvent perdre de l'argent dessus, ils n'en ont rien à faire. Ils sont juste là pour mettre Google de partout chez vous. Alors, les autres annonces après Google, c'était Amazon. Et oui, qui a tiré la semaine dernière. Exactement. Alors, pas de keynote publique. Non. C'était étonnant. C'était une présentation réservée aux journalistes. Qui était très intéressante. Qui était très très bien. Qui aurait pu vraiment, à mon avis, faire de l'audience si elle avait été diffusée. Oui. C'était super intéressant avec plein de produits et notamment une enceinte connectée. Et ben voilà, plusieurs encore enceintes une. connectées. Les enceintes Echo, donc. Voilà, la nouvelle génération des Echo Show, 4e génération. Et c'est une enceinte à... Alors ça, c'est la Echo Show 10, c'est ça, hein? Oui, c'est on va dire le gros modèle qui a une particularité, Jérôme, on l'a vu, et c'est assez bluffant, c'est qu'elle a en fait un support motorisé qui permet à l'écran de vous suivre, parce qu'il y a une caméra dessus. Oh là et en fait, vous le mettez dans votre cuisine, vous êtes en train, je sais pas, vous allez dans le frigo, vers le frigo, et donc l'écran n'est pas, on va dire, positionné dans l'angle du frigo. Et bien la caméra, en fait, l'écran va tourner et vous suivre. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est rigolo, c'est un peu gadget quand même. Voilà. Mais bon. Oui, c'est sympa. Sinon, il y a une enceinte à 100 € également, une enceinte audio, qui devient le produit Echo classique, en fait, et qui change complètement de design, puisque maintenant, c'est une grosse boule. Regardez ça, moi, je trouve ça plutôt sympa aussi. C'est assez élégant. Oui. En plusieurs couleurs. Et donc, ce sera le concurrent direct du Nest Audio dont on vient de parler, en fait. Il faudra les comparer l'un par rapport à l'autre. Avec Amazon qui a pas mal évoqué en fait les progrès d'Alexa, notamment en termes de surveillance dans la maison. Il y a un système... Oui, parce que tout à l'heure, Nicolas, tu disais, oui, de toute façon, Google Home est beaucoup mieux, etc. Excuse-moi, il y a plusieurs... on est un peu dans la querelle de chapelle. Les deux se valent. Oui, non, mais Alexa et Google Assistant sont très bons, mais disons que si on fait... Il y a eu pas mal de comparatifs, notamment aux États-Unis, sur des milliers de questions. Sur la rapidité, Google a toujours un tout petit peu d'avance. Google est plus encyclopédique, il va chercher tous les résultats. Mais oui, Alexa est loin d'être... Mais Alexa est très ouvert avec toutes les skills sur la domotique, il n'est pas mauvais. Mais juste un mot, il y avait une fonction moi, que je trouvais intéressante, c'était, alors je crois que ça s'appelle EcoGuard, qui en fait analyse les bruits ambiants grâce à votre Echo Show et va détecter des bruits inhabituels. De vandalisme ou par exemple de cambriolage. Si par exemple quelqu'un tape très fort sur une vitre, ça va faire un bruit spécifique, et bien à ce moment-là vous recevrez une notification parce que cet Echo arrive à détecter les bruits étonnants. Et puis il y a aussi autre chose. Il y a des gens qui font une fête chez toi alors que tu n'y es pas, par exemple, t'es prévenu. Alors je crois que non, l'intelligence artificielle de ce système détecterait en fait les bruits normaux de fête et puis par exemple des bruits ou de vitres cassées ou d'infractions. C'est vrai qu'ils sont très branchés sécurité et le clou du spectacle lors de cette présentation, c'est les images qu'on aperçoit, je ne sais pas si on va les voir, c'est la petite caméra volante qui en fait c'est un drone, mais un drone qui peut voler tout seul dans votre appartement pour aller éventuellement surprendre les voleurs. Ah ouais, alors nous qui sommes geeks, c'est le produit de rêve, on est d'accord Nico? J'aime beaucoup aussi. Franchement, alors évidemment ça pose des milliards de questions sur la vie privée, tout ce que vous voulez, mais franchement quand on voit ce truc-là, on a l'impression de se retrouver dans une bonne vieille série de science-fiction des années 80. On veut ce machin-là. C'est voilà, on s'en fout qu'évidemment que notre vie privée, on va en prendre un coup, mais c'est génial quoi. Moi je rêve d'avoir ce truc-là. Bah oui, ça c'est et je m'en servirais même s'il n'y a personne à la maison quoi. C'est pas grave, j'irai. Mais toi, tu es en pleine phase de dronomania là, en ce moment. Non, mais c'est vraiment cool. C'est cool. C'est rigolo. $250. Ça va pas être très très cher, $250, ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que là, voilà, c'est censé faire fuir les voleurs. Le voleur, il file un coup de poing dedans et puis il part avec ce qu'il était venu chercher. Ça peut lui faire peur. Oui, au début, ça peut faire peur. Enfin, c'est assez étonnant comme produit. C'est amusant, c'est la preuve qu'Amazon, ils ont toujours des idées improbables. Je me rappelle, il y a un an, dans l'équivalent de cette conférence, il y avait eu le micro-ondes qui était capable de parler avec Alexa, il y avait eu l'horloge avec tout le monde avait rigolé, et en fait, je trouve que c'est une super idée. C'est une très bonne idée, bien sûr, c'est partout au moins. Alexa lance le micro-ondes, 1 minute, c'est très bien. C'est logique. Pourquoi pas après tout, mais c'est vrai qu'Amazon, ils aiment bien faire des trucs un peu insolites, et c'est cool. Et d'ailleurs, ils ont fait un autre truc insolite. Oui, le paiement avec la paume de la main, ça c'est arrivé il y a quelques jours. Alors on peut imaginer que
que bientôt on pourra aller dans dans des magasins Amazon et payer. Donc c'est dans certains magasins voilà. Amazon Go, il y en a quelques-uns aux États-Unis. Eh bien non pas, vous n'allez pas payer avec votre doigt, non, parce que c'est has-been, vous n'allez pas payer avec votre iris, vous n'allez pas payer avec votre voix, non, vous allez payer avec la paume de votre main. Et voilà, puisque effectivement la paume de la main, ça peut être un élément biométrique par l'analyse des vaisseaux sanguins à travers la peau, etc. Ça permet d'identifier les gens. Donc, avec une précision diabolique. Ah ouais, c'est hyper fiable. Tu relis ça à ton compte Amazon et hop, tu es fiché à vie sur les serveurs d'Amazon. Oui, bon, enfin, après, qu'Amazon sache la disposition de mes veines sur la paume de ma main. Ah, attends, non, mais parce que les données biométriques, tu peux pas en changer, hein, c'est pas comme un mot de passe. Hein. Une fois que c'est dans un serveur. Moi, ça me stresse pas trop, ça. Il y a des trucs qui me stressent plus que ça. Voilà pour Amazon. Et puis, dernière chose dans l'actu, ce petit produit, waouh, enfin, quand je dis ce petit produit, c'est pas un petit produit. Petit produit à 2 700 €. Voilà, un truc bien sympa qu'on avait aperçu, Jérôme, au CES de Las Vegas. Exactement. Rappelle-toi. En janvier. C'était le ThinkPad Fold. On connaissait les smartphones à écran pliable. Maintenant, eh bien, attendez-vous à avoir peut-être votre futur PC avec un écran pliable. Voilà, il sort sur le marché actuellement. Donc, vous prenez un grand écran de 13,3 pouces, vous le pliez en deux, ça vous fait deux écrans tactiles en plus de 9,6. L'écran du bas va se transformer en clavier tactile, mais vous pouvez aussi ajouter un clavier mécanique à touche parce que en option. À mon avis, le clavier tactile, ça ne doit pas être génial. Hein. Voilà. Alors, nous avons notre expert de l'écran pliant justement sur le plateau, Nicolas Lelouch. Qu'en penses-tu ? Que les constructeurs se cherchent, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. On remarque que personne n'a les mêmes idées au niveau du concept et que c'est encore au début. Mais je crois plus que jamais en la techno. C'est intéressant. Mais ce tâtonnement est nécessaire en fait pour trouver après le bon form factor, et quelqu'un va trouver le form factor qui va commencer à se vendre et tout le monde va le copier et ça deviendra mainstream. Ouais, tout à fait. Mais il y a une vraie prouesse technologique à avoir un PC avec un écran pliable, on ne se rend pas compte, mais comme pour un smartphone d'ailleurs, c'est très complexe. En plus, ils sont bien débrouillés, ils annoncent 11 heures d'autonomie, c'est-à-dire que il y a plus de place pour mettre de la batterie que dans un smartphone, c'est sûr. Et il est 5G ce produit. Il peut se connecter en 2700 5G. 2800 $. 2800 $. Voilà. Plus cher donc, que le phone. Accrochez-vous à vous aussi, vous pliez en deux pour l'acheter, comme l'écran. Nico, on se retrouve tout à l'heure. Oui, merci Nicolas. Tu peux t'installer sur ton petit canapé pour réviser tes montres Android. Super, nickel. Voilà. Et dans un instant, on va accueillir notre invité. On va parler de sécurité, de cette incroyable cyberattaque dans des dizaines d'hôpitaux américains. C'est la suite. Notre invité, c'est Benoît Grunemwald. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Et avant de laisser la parole à Benoît et de vous présenter, surtout, peut-être revenir sur notre question 01 Hebdo Orange Jérôme. Justement, puisque on vous questionne sur ce sujet qu'on va évoquer maintenant. Avez-vous déjà été victime d'un ransomware ou ce rançongiciel? Pour l'instant, on est à 92,8. 92% de non, mais 8% d'entre vous, malgré tout, ont déjà été confrontés à ce problème. Ont été, de près ou de loin, confrontés à ce problème. C'est incroyable. Benoît, bonjour, merci d'être là. Bonjour. On vous retrouvera dorénavant une fois par mois dans ce 01 Hebdo pour évoquer tous les sujets liés à la cybersécurité. Ce sont des sujets effrayants mais passionnants la plupart du temps. Sur lesquels on a vraiment besoin d'informations, à la fois pour nous prévenir, pas nous faire peur, mais un petit peu quand même, et puis nous dire comment réagir bien souvent. Complètement, il faut être sensibilisé au sujet pour mieux l'aborder et pouvoir avoir moins peur de ce qui peut nous arriver. Et vous êtes donc expert cybersécurité chez IZ, qui est une suite de logiciels de sécurité que l'on peut télécharger, bien sûr. Complètement. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé il y a quelques jours aux US dans ces hôpitaux. Alors, le communiqué officiel nous dit que les hôpitaux ont été attaqués par une menace qui ne précise pas quelle est cette menace. Pour autant, il y a eu quelques informations qui ont fuité et il semblerait que ce soit plutôt une attaque de ransomware, donc de rançon logiciel. Et par précaution, le système d'information a été arrêté pour éviter la propagation. Notamment, on sait que cette chaîne d'hôpitaux a à la fois des entités aux États-Unis, mais également en Angleterre. D'accord. Oui, c'est une énorme chaîne. Ils ont 400 établissements, je crois. Ils traitent énormément de patients. Et donc, en ce moment, ils ont du boulot, évidemment, avec le Covid. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont du boulot. Et donc, il fallait qu'ils puissent continuer à la fois accueillir, mais aussi à traiter les patients.
Moi, ça me fait peur. Je me demande ce qui va se passer dans les prochains épisodes de Grey's Anatomy. Parce que si ça ne marche plus, leur système d'information, ça va être gênant. Alors oui, parce qu'on a l'impression que ça se multiplie. Il y a déjà eu d'autres hôpitaux également victimes de ce type d'attaque. Et malheureusement, oui, de nombreux hôpitaux ont été attaqués. Et ça pose plusieurs problèmes. À la fois l'accueil des patients. On a vu récemment un hôpital, notamment en Allemagne, qui avait dû refuser l'accueil d'un patient parce que ses systèmes d'information n'étaient pas disponibles. Et il a été rerouté vers un autre hôpital et malheureusement, il est décédé durant ce trajet donc ça parce fait que c'était victime. trop long. C'est incroyable. L'hôpital a refusé de le recevoir parce que ça ne marchait pas. Parce qu'il n'était pas, l'informatique n'était pas capable de fonctionner et de l'accueillir. Et le gars est mort à cause de ça. Et malheureusement, il est décédé pendant le trajet. On peut dire que les cyberattaquants ont fait un mort cette fois. Complètement. Et d'ailleurs, c'est bien malheureusement ce qui nous rapproche entre les cyberattaques que l'on peut voir comme virtuelles, le monde numérique, et notre propre réalité, notre vie humaine réelle. Alors Benoît, pourquoi cette attaque est si grave que ça, surtout aux US? Parce que les données en fait santé aux US ont énormément de valeur, peut-être même plus qu'en France, non? Oui, et d'une manière générale, la valeur des données, alors ça peut être nos cartes bancaires, nos accès à nos réseaux sociaux, mais également aux États-Unis particulièrement, où le système de santé n'est pas aussi pratique et facile et accessible que celui que nous avons notamment en France. Il est très cher. Eh bien, on va tenter d'acheter des accès au système de santé pour pouvoir se faire passer pour quelqu'un d'autre, usurper l'identité et ainsi bénéficier de ses soins. C'est-à-dire que les données volées dans les hôpitaux sont ensuite revendues au marché noir. Au marché noir. Donc à des personnes qui n'ont pas de couverture sociale ou pas les moyens de s'en payer une. Et c'est aux alentours de un peu moins de $200. Benoît, mais comment est-ce possible? Comment peut-on avoir un système informatique aussi fragilisé? Comment les pirates font-ils pour pénétrer dans des systèmes d'information comme ça des hôpitaux? Est-ce qu'ils sont fragiles, ou bien les hackers sont très forts, ou bien les employés font des erreurs? Alors, malheureusement, c'est une conjonction de tous ces phénomènes. Un rapport d'IBM récent montre que lorsqu'il y a une attaque qui mène à une fuite de données, on va dire qu'à peu près 50% sont liés à une cyberattaque. Ensuite, 25 et 25 sont liés soit à une erreur de configuration, à une vulnérabilité, et 25 à un problème interne lié à un employé qui n'est pas d'ailleurs forcément malveillant, mais qui peut avoir commis une erreur. Et donc, si on prend déjà les 50% liés aux cyberattaques, eh bien, ça veut dire que les cybercriminels ont réussi à pénétrer le système. La plupart du temps, ça se passe par un phishing, c'est-à-dire un hameçonnage. On envoie un email à quelqu'un. Généralement, quand il y a une cible comme un hôpital, c'est assez structuré. L'attaquant est structuré, il sait à qui l'envoyer et pourquoi l'envoyer. Et de là, malheureusement, l'employé va cliquer. La victime clique. Et en cliquant, il va installer en fait un logiciel, c'est ça? Alors, en cliquant, il va installer un logiciel, mais bien souvent, il ne va pas installer le logiciel ransomware directement. Déjà parce qu'il serait assez rapidement découvert. Il va permettre et ouvrir une porte et permettre aux cybercriminels de rentrer dans l'entreprise, généralement de faire un état des lieux. C'est comme si j'ouvrais une porte, en fait, que j'entrebâillais une porte. Complètement. Et une fois que le cybercriminel est rentré, eh bien, il va voir quelles sont les informations qui l'intéressent, données de santé, données personnelles, les RH, les payes ou les brevets, si on est dans une entreprise commerciale. Et à partir de là, il va commencer à les récupérer, donc toujours le plus discrètement possible, et les sauvegarder. Et une fois qu'il a bien récupéré ce qu'il souhaitait, là, il va chiffrer et verrouiller. Exactement. Et alors concrètement, comment ça se passe? D'un coup, c'est comme dans les films de science-fiction, enfin ces films-là de sécurité. D'un coup, on se retrouve avec un écran en disant votre système d'information a été piraté, il va falloir payer si vous voulez retrouver les infos. C'est exactement ça. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe et c'est vraiment très soudain. La plupart du temps, il y a à peu près 200 à 300 jours pendant lesquels le cybercriminel reste caché dans l'entreprise. Ah, il reste 200 300 jours latents comme ça? Notamment parce que des fois, il se fait détecter. Donc, on se dit, c'est pas forcément une grosse attaque, donc il se fait détecter, mais il a déjà prévu un deuxième point qui fait qu'il peut revenir. Donc, il faut à peu près le temps d'exfiltrer les données, de rentrer, d'exfiltrer. Il faut à peu près 200 jours. Et alors, comment peut-on se protéger contre ça? On parle des hôpitaux, mais ça concerne toutes les entreprises et même aussi, sous certaines formes, les particuliers. Alors, ça va concerner à la fois les particuliers, mais plutôt sur des attaques de masse. Généralement, on ne va pas cibler le particulier. Oui. On va profiter que le particulier n'a pas mis à jour son système d'exploitation, a une version d'un logiciel de sécurité qui n'est pas très performant, va cliquer sur des liens parce qu'il ne va pas vraiment faire attention. Et là, lui, il va généralement se prendre le ransomware sans analyse préalable de la cible.
Et on va espérer qu'ils payent. Et du coup, on va jouer sur l'effet de masse. S'il y a beaucoup de particuliers qui se font attaquer et que très peu payent, et ben, malgré tout, quand même, on va avoir un effet de volume. Sur les entreprises, on va avoir le même effet parce qu'on a beaucoup de TPE, PME qui sont malheureusement pas sensibilisés, qui ne mettent pas assez de budget dans la partie cybersécurité et qui, du coup, vont se faire attaquer par effet de bord, on va dire, par des ransomware. Ils sont vraiment piégés, ces entreprises sont vraiment piégées parce que même si elles disent « Ok, je m'en fous, j'avais tout sauvegardé, voilà, je ne vais pas payer », il y a une autre menace qui est terrible que vous allez nous expliquer, c'est-à-dire que en fait, ce sont ces pirates qui vont vendre toutes ces données en fait, et c'est le deuxième effet qui se coule finalement de tout ça. Oui, complètement, et c'est une mode entre guillemets qui a été lancée par le cartel Maze et qui est un opérateur bien connu de ransomware. Et en fait, ils se sont dit, les entreprises vont finir par se préparer. Du coup, ils ne vont plus payer la rançon parce qu'ils vont réinstaller tous les logiciels, tous les ordinateurs, et on n'aura plus de travail. Et donc, ils se sont dit, il y a quand même des informations qu'on est en train de récupérer qui ont de la valeur, notamment tout ce qui est données personnelles. On pense notamment au RGPD, à la CNIL en France. On peut avoir une amende qui tourne aux alentours de 4%, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial si les données personnelles que l'on détient sur ses clients ou ses employés fuitent. Et donc les ransomware, les cyberattaquants se sont dit, on va mettre le ransomware, on va récupérer les données, et s'ils ne désirent pas payer, ben dans ce cas-là, on va publier, rendre publiques ces informations, et ils vont tomber sous le coup du règlement notamment européen pour la protection des données personnelles. Tout ça est assez effrayant. Assez effrayant. On voit que c'est très organisé. En plus, ce sont des véritables mafias qui sont derrière tout ça, en fait. Oui, complètement. Le cartel Maze a commencé avec cette idée de faire ce que l'on appelle donc le doxing en anglais, où on met à disposition les données pour faire chanter une deuxième fois. Et ça a été repris par un autre cartel qui, lui, a eu une idée encore meilleure, malheureusement, c'est de dire, OK, notamment, ils ont piraté un avocat new-yorkais qui détenait des informations confidentielles sur des personnes publiques, et il a dit, bah voilà, moi j'ai récupéré toutes ces informations, et je vais les rendre publiques, mais je lance des enchères. Qui les veut? Benoît, pour terminer, en préventif, ne pas cliquer sur des mails avec des pièces jointes qui nous paraissent qu'on ne connaît pas. Oui. C'est ça le plus important. Rester discret sur les réseaux sociaux aussi, si notamment on travaille dans l'aéronautique ou d'autres secteurs sensibles. Sur LinkedIn, par exemple, on va éviter de mettre toute sa vie et les projets sur lesquels on travaille, parce qu'on le voit dans le cyberespionnage et dans les attaques, il faut connaître sa cible pour pouvoir pénétrer. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald. Et rappelons que vous êtes expert sécurité chez IZ. Le mois prochain, puisqu'évidemment l'actu dans ce domaine est riche. Ouais, c'est passionnant tout ça. On revient tout de suite et on va parler 5G, Jérôme. Ah bah oui, gros sujet d'actualité. C'est Amélie Charnet qui va venir nous expliquer un peu où on en est, notamment des fameuses enchères. Bonjour Amélie Charnet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. En ce moment, l'échiquier chauffe, Amélie, on peut dire. Alors pas les nôtres, les nôtres sont bien tranquilles, mais pas encore les nôtres. Ça sera après la deuxième vague 5G. Effectivement, mais pour l'instant, ce sont l'échiquier des opérateurs qui chauffent. On est au cœur d'un moment stratégique pour les opérateurs français qui préparent la 5G. Ce sont les enchères pour acheter des fréquences, c'est ça? Alors ça va déterminer, je pense, le marché pour 15 ans là. C'est-à-dire qu'ils ont une occasion unique dans leur histoire là, d'acquérir énormément de spectres comme ça s'est peu fait auparavant. Donc c'est le plus offrant évidemment qui emportera le plus de fréquences. Et pour l'instant, ça a commencé mardi. C'est assez bizarre la façon dont ça se déroule. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y aurait des stratégies incroyables, qu'il y aurait des revirements de situation. Et finalement, les opérateurs, en fait, ils proposent la même chose depuis le départ. Ils restent campés sur leur position. Donc Orange a été tout de suite très très fort et a proposé le maximum qu'ils pouvaient avoir. Les autres sont restés en retrait et on n'a pas bougé de cette position-là. Ah ouais. C'est assez bizarre. Donc, alors pour l'instant... Donc pas de surprise, parce qu'on se doutait que ce serait Orange le plus... le mieux disant, on va dire, ce qui est normal. Ouais, parce que c'est l'opérateur qui a le plus de puissance financière, on peut le dire. Hein. C'est ça. Alors le mécanisme, c'est qu'il y a 11 blocs seulement à acquérir et que pour l'instant, les demandes cumulées des 4
4 opérateurs atteignent les 13 blocs. Tant Mais c'est qu'ils le arrivent- principe des enchères. Voilà, C'est ce tant qui- qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur 11 blocs, ça continue et chaque jour, ça augmente. Donc là, au bout de 2 Donc jours, ils en sont à combien là? on en est à 2,6 milliards d'euros. Pas mal. En 2 Jackpot jours, pour l'État. ce qui est quand même énorme parce qu'on avait dit, oh là là, en Allemagne, ils ont atteint 6 milliards en 3 mois, c'est énorme. D'accord, donc en 2 jours, on est à 2,6 quand même. Donc on s'était dit, mais non, on n'ira jamais On n'ira jusque-là. jamais jusque-là. Probablement que ça va s'arrêter très vite. En fait, l'ARCEP disait, non, nous, ça va durer 10 jours maximum. Mais même 10 jours maximum... Ça peut monter très haut. Mais oui, parce qu'en fait, il y a 8 tours maximum par jour. À chaque tour, ça augmente de 3 millions d'euros par bloc. Donc là, on a commencé ce matin à 114 millions d'euros par bloc. Imaginez qu'il y ait 8 tours aujourd'hui, vous faites 8 fois 3. Tous les jours, la somme grandit considérablement. Ouais, Donc, Et rappelons que ces blocs, en fait, c'est ce qui va donner plus de capacité pour chaque opérateur de diffuser cette 5G pour essayer d'être le plus simple possible. Hein. C'est ça. Plus ils vont acheter de blocs, plus ils auront d'oxygène, en tout cas de spectre radio pour émettre et diffuser cette 5G. voilà, ça va jouer sur la qualité de service et le débit. Et voilà. Donc, s'ils veulent dire c'est moi qui ai le meilleur débit, il faut qu'ils aient le plus de fréquences. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit quand même, c'est que Free, il ajoute très petit bras et ne demande que 2 blocs. C'est celui qui est le plus modeste. Donc, C'est On pas va très- dire en c'est- gros, c'est quoi? C'est Orange en Orange premier, en demande 5. SFR. Bouygues et SFR sont sur la même position, ils en demandent 3. Et Free en demande 2. Donc, je pense que Free pourra difficilement aller en dessous. Parce que sinon, Oui. bon... Même un s'ils ont petit déjà bloc. 50 MHz chacun. Hein. Enfin, Oui, il faut... Oui, oui, oui. chaque Je opérateur pense a quand déjà même, 50 000. bon, Free est vraiment coincé, quoi. Ouais. Bon, même s'il en a qu'un, voilà, ça sera quand même le plus modeste. Je pense qu'il peut pas quand même aller c'est Orange qui peut quand même le plus bouger. Mais alors, justement, tu disais, ça va déterminer tout ce qui va se passer pour les 15 ans à venir. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça pourrait plafonner le nombre d'abonnés, par exemple, d'un opérateur comme Free pour les 15 ans à venir? En tout cas, ça peut vraiment jouer sur la qualité de service et du coup, ils auront du mal Parce que à si plus promouvoir leur d'abonnés, réseau mobile. moins de débit, Ah oui, oui, etc. ça peut être capital. Alors, il y a quand même eu beaucoup de garde-fous et donc, en dehors de ces blocs-là, ils ont tous eu droit à 50 MHz. Ouais. Un bloc de 50 MHz, à un prix fixe, 350 millions d'euros. Donc, ils étaient tous assurés d'avoir un minimum. L'État ne voulait pas non plus qu'il y ait de trop grosses différences. Alors, on va suivre ça de près. Merci Amélie pour toutes ces précisions. On va voir. Peut-être que la semaine prochaine. Mais ces peut-être que ça enchères- s'arrêtera ce soir. Et peut-être que ça va s'arrêter ce soir. Peut-être que finalement, voilà, ce qu'on est en train de dire est obsolète. Parce que, voilà, on enregistre cette On le émission saura, cet après-midi. voilà. On le saura ce C'est soir. Hein, voilà. Merci beaucoup, Amélie Charnet, notre spécialiste 5G Télécom ici à 01net. Et on va retrouver Nico. Ben Jérôme. oui, des télécoms aux montres connectées, évidemment, il n'y a qu'un pas. Et on parle de montres connectées dans la chronique. C'est quoi? C'est la chronique smartphone, normalement, hein, de Nicolas Lelouch. Smartphone montre. Voilà, il y a écrit smartphone et il vient avec des montres. Je suis C'est désolé. ça. On a toujours pas refait le C'est pas jingle. la peine de se moquer de Enfin, moi. ne sois pas désolé pour ça, c'est pas très grave, hein, Jérôme. Il y a des choses plus graves dans Qu'est-ce la que vie. c'est que toutes ces boîtes, Nicolas? Déjà, je vais enfin pouvoir révéler. Oui, voilà, c'est ça. mon bras, hein. Enfin, c'est quand même le plus Montre-nous cool. ta J'en ai manche. pas beaucoup, j'en ai que 2, mais bon, il y en aura beaucoup plus d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que je suis là. C'est justement une tendance que je remarque depuis quelques temps. Vous savez, quand Apple est arrivé avec l'Apple Watch, tout le monde a voulu la copier, ce qui était assez logique en soi. Quand une grosse marque attaque un marché, les autres essayent de rivaliser. Et ça n'a pas vraiment pris. Les montres sous Android, bah, pareil, il y a eu plein de changements de nom. Même si c'était Classique Samsung Google, hein. qui a tiré avant, rappelons-nous, Samsung, hein, oui. Samsung a sorti des montres connectées bien avant Apple. Hein. Mais c'est justement... Même LG. Il y avait Oui, même LG, en tu te effet, rappelles ce gros Samsung truc était là en avant, bien Oui, sûr, oui. tout à fait. Mais c'est ce qui d'ailleurs, là j'ai la dernière Galaxy Watch avec moi. Et pour reconnaître, c'est un petit peu comme sur le marché de la tablette. Il y a toujours Samsung qui est le seul résistant à Apple. Sur la tablette aujourd'hui, Apple a 80% de part de marché, Samsung a le reste. Et là sur la montre, c'est un peu pareil. C'est qu'il n'y a que Samsung aujourd'hui qui propose des vraies montres connectées capables de rivaliser avec Apple. Et les autres acteurs, depuis un an, on les voit quasiment pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas le marché, et aussi parce qu'il n'y a pas les équipements. En l'occurrence, il leur faut une puce. Apple est très fort parce qu'il fabrique ses propres puces, mais les autres, en fait, ont besoin de Qualcomm. Le problème, c'est Qualcomm, sur les puces Snapdragon Wear, qui sont les puces justement pour les montres, ils ont un débit de renouvellement qui est très faible. Ça va être une nouvelle puce toutes les 2 ans parfois, alors que c'est pas du tout la cadence qui est nécessaire pour ce genre de marché. Et surtout que les puces sont souvent décevantes. On a souvent eu des problèmes d'autonomie sur les montres Wear OS. Et c'est vrai que toutes les montres que j'ai testées ces 2 dernières années, bah, franchement, à part Samsung et Apple, il n'y avait rien qui était vraiment bon.
Est-ce que Nicolas, ça progresse et est-ce qu'on arrive aujourd'hui au niveau des meilleures montres connectées avec Android OS? On commence à progresser. Il y a une raison à ça. C'est un peu comme sur le smartphone, c'est la Chine. C'est les marques chinoises qui investissent vraiment énormément. Parfois, c'est pour innover, c'est pour tenter de nouvelles choses. Parfois, Alors, on le voit ici avec cette magnifique qu'est-ce boîte. que c'est que ça? On C'est dirait une une boîte c'est d'Apple l'Apple Watch. On dirait un design d'Apple Watch. Je l'ai ici. On dirait une Apple Watch, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, mais c'est une Oppo Watch. Et c'est là où C'est c'est fort. pas vrai. Donc parfois aussi, il y a un manque cruel d'inventivité là-dessus, mais le but est clairement de concurrencer Apple. Mais c'est sans complexe, là. Hein. Ah non, ça je gêne pas du tout. Même au niveau de l'interface, c'est une montre sous Wear OS, donc c'est le système de Google, mais il y a une surcouche Oppo par-dessus qui donne un petit peu des airs d'Apple Watch. Les icônes sont rondes, et, des fils un petit peu pareils. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Apple. Maintenant, en fait, c'est aussi ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'Apple est bon là-dessus. Ils veulent proposer de la concurrence sur le marché Android. Apple a beaucoup investi sur la santé. Cette Oppo Watch, elle n'est pas capable de faire de l'ECG. Par contre, la Galaxy Watch que j'ai, elle peut réaliser des électrocardiogrammes. Et on a même Fitbit qui, certes, n'est pas encore sous Wear OS, mais qui, avec sa nouvelle montre, la Fitbit Sense qu'on a ici, est capable de, mesurer votre stress grâce à une technologie complètement inédite qui utilise en fait les réactions nerveuses sur votre peau, est capable de mesurer votre température et vous dire si vous avez de la fièvre. Tiens. Donc, il y a un Ça, c'est la seule à faire ça. Hein. C'est la seule à faire ça pour l'instant. Ils ont rajouté l'électrocardiogramme. Donc il y a vraiment une sorte de bataille. Pas tout le monde a la même stratégie, mais en tout cas, ils essayent aussi d'attaquer la Et santé. ils ont sorti une petite, très bon marché en plus. Aussi, oui, bien sûr. Et un truc à rappeler sur Fitbit, hein, je dis ils ne sont pas encore sous Wear OS, je ne dis pas au hasard. Fitbit est en train d'être acheté par Google. Bien sûr. Donc ce qui aujourd'hui Et est la Commission un marché, européenne, sans doute, va donner son elle autorisation. va donner son dans les autorisation. Il y semaines avait ou une les mois qui enquête viennent. parce qu'on avait peur justement que ce soit un abus de position dominante au bout d'un moment. Mais au final, ça risque de passer. Donc on se retrouve avec un marché où Apple, qui était à peu près le seul, a d'un côté le rival coréen historique, Samsung, mais aussi les marques chinoises. Xiaomi hier qui a lancé sa première montre internationale, la première montre à lancer en dehors de la Chine à 129 €, qui est une montre ronde assez classique, mais qui en Chine a aussi une copie d'Apple Watch, qui du coup un jour finira très certainement à arriver en France, et Fitbit et Google qui va arriver sur le marché américain très certainement l'année prochaine. Et puis Donc, tu as du retour Huawei dans le aussi, Oui. c'est ça? J'ai une Huawei Ouais. aussi, là aussi c'est marrant, je trouve que on dirait une Apple Watch allongée. Oui, c'est ça. Pour le coup, ils jouent Huawei. Vous vous doutez bien qu'avec ce qui leur arrive, les smartphones ne vont pas battre des records à Noël, donc il faut se diversifier et ils tentent justement la carte des accessoires, des bracelets avec des bons prix, compatibles Android, iOS bien sûr, pour justement réussir à survivre malgré la crise. Mais c'est vrai qu'il y a plein de monde connecté. Avec un rapport qualité-prix assez intéressant pour cette. Oui, tout à fait. C'est dans la bracelet. centaine d'euros, c'est pas cher. Mais un peu comme la ça. Xiaomi qui est à 129 € aussi est très très basse pour la qualité du produit. Est-ce que avec ça un peut être autonomie. une alternative à une Apple Watch, ces montres connectées? C'est compliqué à dire. Moi, je suis très partagé. Autant je trouve que la Oppo est la plus crédible d'un point de vue du design. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à Ouais, c'est porter sûr. ça. Elle est vraiment jolie. C'est le vrai écran OLED. C'est incurvé en plus que n'est pas l'Apple Watch. Donc c'est vraiment réussi. Maintenant, ce qu'a réussi Apple, et c'est toute sa force avec son écosystème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement bien intégré à l'iPhone, au Mac, à plein de choses, qu'il y a encore quelques années d'écart entre l'écosystème Wear OS et l'écosystème d'Apple. À terme peut-être, mais c'est sûr que tous les investissements qu'Apple réalise sur la santé, sur plein de choses, font que l'Apple Watch est un petit peu mieux. Si vous avez un iPhone, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces Et alternatives. puis je vais mettre mon grain de sel là-dedans. Qui dit santé dit données personnelles. Pardon de remettre le Je suis couvert avec absolument ça. d'accord. Mais n'oubliez pas que toutes les datas que vous laissez collecter par ces montres, où vont-elles après? Il faut quand même aussi Il faut s'interroger surveiller tout ça. Après, sur l'acteur, etc. Et c'est vrai quand ça- qu'Apple donne un certain nombre de garanties par rapport à ça. C'est sûr qu'Apple, il y a cet avantage-là. Et un dernier acteur qu'on n'a pas cité, mais qui a évidemment un potentiel quand on le connaît, c'est OnePlus. Il y a eu quelques fuites sur la OnePlus Watch. Nous aussi, on a commencé à en entendre parler sans en avoir de confirmation officielle de la marque. Donc on ne sait pas si c'est pour la keynote d'octobre, il y a une keynote OnePlus en octobre avec le 8T, ou si c'est plus tard. Mais dans tous les cas, OnePlus, qui est quand même connu pour faire des très bons produits, va très certainement sortir une montre Wear OS. Donc c'est vraiment à suivre. Il y a peut-être une vraie concurrence pour l'Apple Watch. Il aura fallu attendre 5 ans. Mais bon, tant en mieux. tout cas, tant mieux. Ouais, c'est généralement bien pour tout le monde quand il y a de la concurrence. Parfait. Voilà pour ce point sur les montres Android, et ce n'est pas terminé, hein, d'autres modèles vont bientôt arriver. Merci beaucoup Nicolas Lelouch, De rien, avec plaisir. le journaliste, vous le savez, à 01net.com. Et si on accueillait Jordan Cosino? Eh oui, j'espère Ah. qu'il ne va pas arriver en titubant. Ah Il bon, va tout nous pourquoi expliquer tout de suite, vous allez voir.
Mais non, il a l'air sain. Ouais, il a l'air sain, frais ça et va. dispo. Vous m'entendez? Salut Ça va Jordan. Oh, bah, tu sais quoi, on t'entend. Attends, vas-y, fais Cognac G Oui, pour voir. bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on Test t'entend micro. bien. Jordan, comment ça va? Bah écoutez, très bien, je viens de pousser Nicolas Lelouch qui voulait pas partir, il est encore là avec toutes ses boîtes là. Va-t'en, allez, faut partir monsieur. Avec toutes ces boîtes. Mais on peut le montrer à la cam, il est là. Viens montrer toutes tes boîtes parce que vous voyez pas, ça c'est le côté moins beau à l'antenne, regardez. Voilà. Elle est où la caméra? Elle est là-bas, elle est où la caméra? Elle est où la caméra? On est sur une multinationale. Bon, comment ça va? Ça va? Dis-moi, tu t'étais quand même. Il est joli ton t-shirt en V avec tes poils. Et alors il est peut-être un peu. Là c'est peut-être un trop C'est gros très V. estival, Là, ça devient hein. peut-être un W, faudra peut-être changer de t-shirt. Il commence Ouais, à se c'est mettre. C'est un V. C'est le t-shirt qui le tire en fait. Donc, Impressionnant. Ça va, Jordan? Bah écoutez, ça va pas mal. Tu vas nous parler de quoi cette Alors, semaine? aujourd'hui, j'ai testé un produit dont vous aviez entendu parler. Ça s'appelle Osigo. Ça vient d'une marque qui s'appelle Olite. Ils étaient venus d'ailleurs dans 01 Drive du 26 février. Si vous voulez regarder Waouh. en complément. On bosse un peu les chroniques Ah ouais. quand même, vous avez remarqué. Non, mais c'est bien, tu notes évidemment chaque 01 Drive. Exactement, et je fais tous les programmes de tous les 01 Drive, comme Ouais. ça vous permet de savoir un peu quand vous les retrouvez. Non, Merci. donc ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est un alcotest connecté. Donc, alors d'habitude on fait pas mal de vannes, mais là on va être un peu sérieux parce que c'est quand même un sujet qui est assez important. Bien Il y a sûr. énormément de morts au volant, vous le savez, vous en aviez parlé dans 01 Drive. Je reprends les chiffres qu'avait donné le responsable de la marque, qui avait donné le chiffre de 3300 morts sur les routes à cause de l'alcool, de plus de 50 000 blessés via les accidents à cause de l'alcool aussi. Donc, ils ont sorti ce produit qui s'appelle Osigo. Ça coûte 249 €. C'est un petit pack. Vous avez 3 embouts dedans. Et je vous propose de découvrir en vidéo comment ça marche tout simplement. C'est parti? Eh ben, on est Allez, tout on y oui. va. Aujourd'hui, on va donc tester Osigo de la marque Olite. C'est un éthylotest connecté. Ça vous permet donc de savoir si vous pouvez reprendre le volant le soir après une soirée. On rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Là, je vais consommer de l'alcool uniquement pour le test et rien d'autre. Là, on est dans un restaurant. Vous l'avez peut-être compris avec le cadre. Merci d'ailleurs à la Grenouille Bleue qui nous accueille pour tourner. C'est très sympathique de leur part. On va donc configurer tout ça parce qu'il y a une possibilité, ce qui nous intéresse, d'avoir une appli sur son téléphone qui va vous dire si vous êtes positif ou pas. Et ça va vous mettre une courbe pour vous dire à quelle heure vous pouvez prendre le volant. On a les petits embouts, il faut savoir, c'est peut-être le point négatif du produit. Je vais tout de suite parler des prix. Le produit, il coûte, donc ce pack là que j'ai moi, il coûte 249 €. Et les embouts, en fait, vous devez en utiliser un par test, qui est un peu logique. Mais du coup, ça peut revenir un peu cher. Un pack de 20 embouts, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Ça fait 1 € l'embout. Vous l'avez compris si vous êtes bon en maths. En même temps, vous n'êtes pas censé faire ce test là tous les soirs. Hein. C'est de temps en temps avant de prendre le volant pour savoir si vous pouvez prendre le volant ou pas. Allez, on continue de déballer. Boum. Le produit est là dedans. Voilà, il est là. On dirait tout simplement une flûte. Moi, j'ai fait 2 ans de flûte à bec au collège. Ça donne ça. On va donc se prendre l'application Osigo. Ok, on lance l'application. En catégorie de conducteur, ça c'est intéressant. Vous pouvez mettre conducteur confirmé, professionnel ou jeune conducteur. Salut! Et il voulait participer aussi au test, je comprends. Et vous avez donc, vous le voyez à l'écran, différents taux d'alcoolémie. Et par exemple, si vous êtes jeune conducteur, c'est 0 vert. La technologie là-dedans, j'en profite pour vous dire, c'est la même que celle utilisée par les forces de l'ordre. C'est de la spectroscopie infrarouge, miniaturisée du coup pour que ça rentre là-dedans. Appuyez sur le bouton de votre Osigo pour l'allumer, puis approchez-le de votre téléphone. Donc, est-ce qu'il s'allume? Oui, il s'allume. Oula, ça clignote. Il nous explique bien qu'il faut attendre 20 minutes avant de faire une mesure. Donc là, quand je vais consommer mon verre de vin, je vais attendre 20 minutes avant de pouvoir prendre la mesure, le temps que ça se balade un peu partout dans mon corps. Donc là, pour voir si ça fonctionne réellement, on va faire un petit test alors que je suis à jeun. Donc on va déballer un embout. Comme je vous l'ai dit, il faut un embout à chaque fois. Ok, donc là, mon embout est inséré. L'application me demande de patienter. Je patiente. Et voilà, je peux souffler. Et surprise, je suis à 0 mg par litre d'air expiré, ce qui est normal vu que j'ai rien bu. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller consommer de l'alcool. On rappelle encore une fois, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération, s'il vous plaît. Et on revient dans 20 minutes pour voir ce que ça donne. Du coup, c'est bon, j'ai consommé mes 2 verres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 20 minutes, puisqu'il faut attendre 20 minutes après la consommation d'alcool pour avoir une prise à peu près fiable. Donc, on lance un petit chrono. On se retrouve dans 20 minutes. Les fléchettes, le classique. Yes! Oh! Joli ça. Bon, du coup, on part sur une partie d'échecs maintenant. Et maths. Bon voilà, j'ai gagné finalement la partie. Bravo Pierre, tu t'es bien battu, je suis fier de toi. On va faire la deuxième mesure du coup qui va nous indiquer mon taux d'alcoolémie, normalement qui devrait pas être de 0. On insère un nouvel embout, maintenant on sait faire, hop là. Là j'ai mon taux d'alcoolémie qui est visiblement de 0,15 mg par litre d'air
expiré. L'application me dit que c'est pas répréhensible, que je peux prendre le volant. Elle me donne une heure de retour à zéro qui est estimée à 19h15. On tourne à 16h45, voilà. On a même une petite courbe qui m'indique comment va descendre mon taux d'alcoolémie, donc c'est plutôt bien pensé. Et il y a aussi une option que je peux activer ou désactiver en fonction de si je mange aussi ou pas, parce qu'évidemment, ça a une incidence sur la circulation de l'alcool dans votre sang. Évidemment, si vous êtes en soirée, on vous recommande évidemment d'avoir un SAM. C'est pas qu'un message, mais l'alcool, ça peut être dangereux. Consommez-le avec modération. Faites attention, il y a énormément de morts sur les routes. Pour le produit, 249 €, ça peut paraître cher. Maintenant, sachez que c'est la même techno que ce qu'utilisent les policiers, sauf que là, c'est miniaturisé. Le point négatif, les embouts qu'il faut racheter. Encore une fois, théoriquement, vous n'êtes pas censé le faire tous les soirs. C'est assez occasionnel comme type de test, mais bon, si ça peut sauver des vies, évitez de faire des bêtises. Je vous laisse vous faire votre avis. Donc voilà, je vous ai ramené la petite carte du restaurant, voilà, hein, si vous y allez de ma part, ça me fait plaisir. Donc voilà, pour ce produit, qu'est-ce que vous en avez pensé, peut-être un petit avis? Bravo Jordan. Non mais pas moi, le produit, qu'est-ce que tu en penses? Non mais c'est bien. Je pense qu'après, tout dépend des profils. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ce type de choses. Il faut peut-être le laisser dans la voiture, ou comme tu disais justement, Jérôme, peut-être certains restaurateurs Les restaurateurs devraient s'équiper. Ou alors les patrons de bars ou de discothèques même. Pourquoi pas? C'est intéressant. En fait, là, ils s'orientent beaucoup vers les pros. Il faut savoir qu'il y a une partie pro pour le site. Et ils voulaient un peu toucher un peu le marché des particuliers et se dire, bon bah, on met à disposition le produit. Et encore une fois, c'est ce que je dis dans le magnéto, mais c'est vrai, c'est la même techno qu'utilisent les policiers. Sauf que les policiers, leurs éthiotests, ils coûtent plus de 5 000 €. Vous n'allez pas vendre un éthiotest à 5 000 €. Et c'est le côté embout où on peut se dire, bon bah, c'est un peu embêtant de racheter ces embouts. Ouais. C'est bon, faut y penser quoi. Et il faut recharger aussi son éthiotest. Donc tu penses maintenant, il faut recharger ton téléphone, ton éthiotest, ça peut être un peu perturbant. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de changer parce que les mesures de taux d'alcoolémie ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ouais. Et si tu voyages, tu as la possibilité de te dire, bah voilà, je suis en Espagne, à combien de verres j'ai le droit, etc. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Si la législation est plus sévère. Exactement. Alors en termes de fiabilité, est-ce qu'on est sûr que c'est aussi fiable qu'un éthylotest à 5 000 € utilisé par la police? Deux choses. Ils disent, eux, de leur côté, que ça ne vaut évidemment pas un dispositif médical. Et si jamais tu te fais arrêter par les policiers, tu vas pas dire, mais j'ai soufflé dans mon truc, moi chez moi tout allait bien. Donc à ce niveau-là, ils se dédouanent un petit peu. De l'autre côté, il y a un truc qui est assez bon à savoir, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire, mon deuxième point. Je suis en train de me rendre compte. Non, c'était quoi la question? T'as bu juste avant, c'est ça? Oui, voilà. Non, sur la fiabilité. Est-ce que c'est fiable? Sur la fiabilité, bah là, tu vois, j'ai consommé 2 verres de vin et j'étais à 0,15. 0,15. À savoir que, pour être tout à fait franc, je n'ai pas demandé le pourcentage d'alcool, le degré des vins, mais ça paraît cohérent, 0,15 avec 2 verres. Donc je me dis, faut pas s'y caler. Et si tu l'avais fait plus tôt, ça aurait été plus élevé? Comment ça plus tôt? Bah avant les 20 minutes. Non, eux te disent que pour avoir une mesure fiable, il faut attendre 20 minutes quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'on a attendu 20 minutes. Après, il faut avoir l'estomac plein. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que... Oui, t'as vu, il y a un petit bouton sur lequel tu peux appuyer qui te dit si t'as mangé ou pas, en fonction de si t'as mangé ou pas. Ça change le taux d'alcoolémie, ça? Mais bien sûr, en fonction de ce que t'as dans si tu es à jeun et que tu bois 2 verres de vin, tu vas avoir un taux d'alcoolémie qui va être beaucoup plus élevé. Et c'est super intéressant. Donc voilà, petit produit sympathique, si ça vous intéresse, je répète, le nom du produit s'appelle Osigo, voilà, allez voir. Français, ça, et c'est fait en France, c'est fait à Aix-en-Provence, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des startups françaises. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir. Voilà, et faites attention, mesdemoiselles. On répétera un nombre incalculable de fois, mais faites attention à vous sur la route, etc. Et quand vous prenez le volant, faites attention, vraiment. Voilà. Et juste un mot, les dames et les demoiselles sont encore plus sensibles à l'alcool de par leur morphologie, en fait. Et je dis ça parce que j'en ai parlé sur RMC plusieurs fois. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, les femmes sont plus les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant l'alcool. Non. C'est peut-être ce qui manque, et je finirai là-dessus, c'est peut-être ce qui manque sur l'application, c'est qu'à aucun moment on m'a demandé mon sexe, ma taille et mon poids. Et ça peut être aussi intéressant pour certaines données. Après, ça mesure le taux d'alcool, donc finalement, finalement ton poids et ta taille n'ont pas d'influence là-dessus. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan. À la semaine prochaine pour un nouveau test. Avec plaisir. Yes. Et on va terminer par notre question 01 Hebdo Orange. Tout à l'heure, on évoquait cette attaque de ransomware dans ces hôpitaux américains. Et ça nous a inspiré cette question. Avez-vous déjà été victime d'un ransomware, un rançongiciel ? Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, fort heureusement, c'est majoritairement non, mais évidemment, la petite proportion de oui indique que c'est quand même une réalité pour... On a un petit 9%, 8,8% quand même d'entre vous qui ont été victimes. Heureusement que ce n'est pas l'inverse. Heureusement. Ce 01 Hebdo est terminé, Jérôme. Oui, c'est terminé. Juste, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a assez répété, ransomware, ne payez pas, c'est la consigne. Allez plutôt sur les plateformes cybermalveillance.gouv.fr, vous apprendrez ce qu'il faut faire.
Merci de nous avoir suivis comme chaque jeudi. Ce 01 Hebdo est évidemment disponible en replay. Vous pouvez le retrouver un peu partout. Et dorénavant, sur les box SFR aussi, vous pouvez retrouver le replay de tous les programmes de 01 TV. Et pourquoi pas aussi Take a Break avec Jordan Cosino. Même Take a Break. Et même Take a Break. Vous pouvez retrouver tous les programmes de 01 TV. Merci de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien.